Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce troisième épisode consacré au James Webb Space Telescope, le télescope spatial de nouvelle génération qui va être envoyé dans l'espace donc le 25 décembre 2021. Télescope qui a demandé plus de 20 ans de travaux, 6,50 m de diamètre, avec une capacité à observer l'univers absolument incroyable qui devrait nous promettre des découvertes scientifiques majeures. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer de parler finalement du cœur de ce télescope, à savoir ses instruments d'observation et comment finalement le télescope James Webb va découvrir des nouveaux pans de l'univers, comment il va interpréter la lumière. Voilà, finalement, comment d'une simple photo, on va arriver à mieux comprendre l'univers. Et comment on va arriver à traquer ces premières galaxies après le Big Bang, traquer les exoplanètes, les disques protoplanétaires autour des étoiles, et donc voir la formation d'un système solaire, comment traquer, pourquoi pas, la présence d'un trou noir, la présence de la matière noire et tout ça. Comment simplement, sur la base d'une simple photo, on va réussir à comprendre l'univers et l'origine de notre univers. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc cet épisode, bien évidemment, s'articule sur la base des épisodes que vous avez déjà vus sur la chaîne et sur la chaîne de Kevin, de la chaîne Big Universe. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet à propos donc justement des instruments de notre télescope. Alors, rappelons pour commencer quand même une première chose, c'est que la lumière blanche, en réalité n'est pas blanche, elle est constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vais vous poser une petite question toute simple. Si vous voyez une lumière verte, est-elle réellement verte ou est-ce une lumière bleue et jaune additionnée? C'est le principe de l'addition de la lumière, de la synthèse additive, et c'est comme ça que fonctionne effectivement donc la lumière que va recevoir le télescope spatial. Donc quand vous passez cette lumière blanche à travers un prisme, vous redécomposez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et ça va être le rôle justement de certains équipements du télescope. Ce sont les spectrographes qui vont nous permettre justement de décrypter un petit peu tout ça. Et vous allez voir qu'à partir de ça, on va réussir à comprendre énormément de choses et voir finalement l'univers en 3D, même en 4D. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors les domaines d'observation du télescope spatial Hubble, on les avait vus dans un épisode dédié que vous pouvez aller consulter sur la chaîne. On parlait de l'ultraviolet, du visible et de l'infrarouge proche. Avec le télescope James Webb, on va oublier l'ultraviolet et le visible, on va aller beaucoup plus dans l'infrarouge et vous allez comprendre au fur et à mesure de cet épisode la cohérence de cette réflexion. La lumière, elle a pas mal de couleurs, donc on l'a dit, c'est ce qu'on appelle des longueurs d'onde, et donc on a un premier moyen de pouvoir interpréter cette lumière, c'est d'utiliser tout simplement des filtres. Donc en tant qu'astronome amateur, par exemple, on peut utiliser ça. Donc ça, c'est un filtre qui laisse passer l'ultraviolet. Celui-là laisse passer les infrarouges. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux filtrer effectivement un certain nombre d'informations. Donc ça, ces filtres que je viens de vous montrer, je les utilise dans l'observation des planètes, mais on peut observer des nébuleuses avec des filtres spécifiques pour voir la présence de l'hydrogène, la présence de l'oxygène ou la présence du soufre. Des nébuleuses, ce sont du gaz en suspension dans l'espace. Et donc voilà un petit peu ce qu'on utilise. On utilisera une caméra spécifique ou un appareil photo numérique, mais généralement une caméra monochrome, et des filtres qui vont laisser passer simplement certaines couleurs, précisément ce que vous voyez là, les petits traits là, de notre arc-en-ciel, qui vont nous trahir la présence de ces gaz dans ces nébuleuses. Alors par exemple, voilà une photo de Jean-Baptiste Paris avec ici une photo d'une nébuleuse, la nébuleuse de la Bulle dans la constellation de Cassiopée. Et quand on prend trois photos, l'une en rouge, l'autre en vert, l'autre en bleu, en fait, l'une dans le soufre, l'une dans l'hydrogène, l'autre dans l'oxygène, et qu'on les recolorise artificiellement en rouge, vert, bleu, on obtient cette photo avec cette palette un petit peu étonnante. Et donc le bleu, on comprend que c'est plutôt de l'oxygène, le vert plutôt de l'hydrogène et le rouge plutôt du soufre. Voilà, ça nous permet de retrouver justement les composantes qui vont constituer notre nébuleuse.
L'autre chose, c'est que quand on va commencer à regarder dans l'infrarouge, vous savez peut-être que l'infrarouge, c'est relatif à la chaleur. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a chaud quand on est au soleil. C'est principalement l'infrarouge. Et l'infrarouge nous trahit la présence d'une source de chaleur. Donc, je peux avoir des poussières, mais je peux voir à travers ces poussières, justement, quand j'observe dans l'infrarouge, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran là, c'est les fameux piliers de la création photographiés par Hubble, et en infrarouge, on observe plein de petites étoiles, forcément donc chaudes, que l'on ne voyait pas sur une photo normale, prise dans les couleurs rouge, vert, bleu, là qu'on a vu tout à l'heure, artificielles, donc hydrogène, sulfure et oxygène. Donc, avec la possibilité de filtrer dans l'infrarouge, on va déjà avoir une information supplémentaire. Ça va être la présence de chaleur. Donc ça peut être la présence, effectivement, d'une étoile. Et ça nous permet de voir aussi, par exemple, à travers des poussières qui nous auraient filtré la lumière visible. Alors on va pouvoir étendre cette réflexion un petit peu plus loin, justement, avec pas mal de composants différents. On peut trahir la présence d'eau, de méthanol, de monoxyde de carbone, d'ammoniac, de méthane. Alors le méthane, ça, j'ai un filtre méthane qui me permet d'observer la présence du méthane dans les profondeurs des nuages, des couches d'atmosphère de Jupiter. Donc ça, on l'a fait en live sur la chaîne, par exemple. Vous avez l'ammoniac, etc. Donc en faisant autant de filtres spécifiques dédiés, on peut arriver à trahir la présence de certaines molécules dans une planète ou dans une nébuleuse, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Et donc ça va être pas mal utilisé justement pour essayer de comprendre la formation des systèmes solaires autour des étoiles. Et de la même façon, voilà, on va continuer, voilà, l'ammoniac, l'acétylène, etc., etc. Il y a pas mal de choses, le dioxyde de carbone. Donc ça va nous permettre de pouvoir trahir la composante de l'atmosphère d'une exoplanète, par exemple, donc d'une planète qui est en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. Alors, décomposer la lumière, ça va être assez intéressant parce qu'effectivement, soit on prend un filtre pour faire une photo, donc ça c'est ce que je peux vous montrer avec les filtres là effectivement, soit l'autre possibilité c'est de décomposer un spectre et de regarder un petit peu ce que nous indique ce spectre. Donc voilà une lumière blanche décomposée, donc vous avez 400 nanomètres de longueur d'onde, on parle de longueur d'onde donc pour le violet, 500 pour le cyan, 540, 550 pour le vert, etc. L'orange est à 600, le rouge est à 700, et puis le James Webb va commencer à partir de 600 et va aller encore plus loin dans l'infrarouge après derrière. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez certains gaz autour par exemple d'une étoile, c'est le cas par exemple entre guillemets de l'atmosphère du Soleil, de sa chromosphère en fait, eh bien vous pouvez avoir des phénomènes d'absorption relatifs à la nature de ces gaz. C'est ce qu'on appelle les red Fraunhofer, et c'est ce que vous voyez ici, et à partir de ce moment-là, on arrive à trahir la présence de tel ou tel composant par le fait simplement qu'une lumière blanche passe au travers, c'est le principe du spectromètre de masse. Et là, vous avez tout un exemple, toute une cartographie finalement de plein de composés chimiques. Le principe de ça, il va se comprendre. C'est que la longueur d'onde précisément de ces raies, elle est toujours la même. Elle est strictement la même, parce que là, on est sur quelque chose de complètement physique. Et donc, ça va nous permettre de faire pas mal de découvertes. La première chose, c'est qu'effectivement, vous savez que y a un phénomène de dérive vers le rouge ou vers le bleu en fonction, donc c'est le redshift, en fonction de l'éloignement ou du rapprochement d'un objet. Donc ça, c'est le phénomène d'effet Doppler que l'on connaît. Donc dans le son, ça fait comme ça avec une voiture qui passe. J'ai toujours pas de Pierre Chabrier sur la chaîne. Et donc ce phénomène de dérive, de décalage vers le rouge ou vers le bleu, eh bien, avec les red Fraunhofer qu'on a vu tout à l'heure, que l'on connaît, et on sait qu'on a toujours de l'hydrogène au voisinage d'une étoile, donc on a toujours cette raie noire dans le rouge de l'hydrogène pour une étoile. Si elle dérive, on sait dire que l'étoile se rapproche ou pas. C'est une des méthodes de détection des exoplanètes, parce que quand une exoplanète tourne autour d'une étoile, il y a un phénomène de balancier qui se fait, donc l'étoile se rapproche et s'éloigne tout doucement de nous, et là à ce moment-là on peut déjà voir ce phénomène. C'est une des techniques avec les galaxies
quand une galaxie s'éloigne de nous, il y a un décalage vers le rouge, et plus elle s'éloignera vite, plus on le verra. Et c'est comme ça que l'on sait, par exemple, que la fameuse galaxie d'Andromède se rapproche de nous, parce qu'il y a un léger décalage vers le bleu. C'est comme ça qu'on a détecté aussi que les galaxies tournaient sur elles-mêmes, parce qu'il y a un côté qui est qui dérive vers le rouge, et un autre côté qui dérive vers le bleu. Et donc on arrive à trahir comme ça la rotation, par exemple, donc d'une galaxie. Donc en analysant en fait ces dérives, je vous rappelle que les galaxies sont composées d'étoiles, donc on aura ce phénomène de raie noire sur la lumière majoritaire d'une galaxie, eh bien on observera ces phénomènes-là justement. Donc je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Donc la mesure avec un spectre de la lumière d'un astre lointain nous trahit déjà beaucoup d'informations finalement sur sa rotation sur elle-même et sur sa vitesse de déplacement par rapport à nous. Avec des nébuleuses, on va avoir un autre phénomène, ça va être le phénomène cette fois d'émission. Donc en fait, une étoile qui va illuminer un gaz, ce gaz va se retrouver excité au niveau ionisé, et comme c'est instable, il va réémettre un photon, et la longueur d'onde de ce photon, donc particule de lumière, va être relatif à la nature de ce gaz. Donc l'hydrogène va nous émettre dans le rouge et dans le bleu. L'oxygène va nous émettre dans le vert, etc. Donc on va trahir les composantes d'une nébuleuse comme ça. Il y a un épisode sur la chaîne sur comment on détecte, comment on confirme la réalité d'une nébuleuse planétaire. C'est par ces méthodes-là. Et donc on peut avec ça avoir deux observations que l'on peut réaliser. Prouver la nature d'un astre, par exemple, par la présence justement de certaines longueurs d'onde caractéristiques, et mesurer son éloignement ou mesurer éventuellement des phénomènes d'expansion ou de rotation sur lui-même par les méthodes donc, de décalage vers le rouge ou vers le bleu. Donc ça, c'est une observation qui a été faite au pic du Midi, vous avez un lien dans la description. Avec la nébuleuse, par exemple, M42 d'Orion, eh bien, si on la passe dans ce qu'on appelle un spectrographe, ici, eh bien, on va prendre la lumière qui correspond à la petite fente noire ici, et on va en réaliser le spectre. Donc là où vous avez un capteur d'appareil photo numérique à 2 dimensions XY qui vous forme une photo, là on va changer et on va transformer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir X et Y là, on va remplacer X par la longueur d'onde de la lumière, et Y restera la même chose. Donc là on trahit bien en fait les natures de gaz de notre nébuleuse d'Orion à travers ce phénomène. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être réalisé par les amateurs. On le fera dans quelques mois sur la chaîne Astro avec donc ce qu'on appelle un spectroscope ou un spectrographe. Voilà, donc ça c'est le StarX par exemple. Et c'est le principe du spectrographe à fente, donc avec une fente pour mesurer une portion de ciel. Et là, par exemple, voilà ce qu'on va avoir si on a un astre qui est en rotation sur lui-même, avec une partie qui se rapproche et une partie qui s'éloigne. Eh bien, vous allez avoir un décalage vers le rouge quand ça s'éloigne, décalage vers le bleu quand ça se rapproche, alors que ça correspond à une seule et unique longueur d'onde que l'on connaît, qui correspond à un gaz donné. Donc ça, c'est un des phénomènes, c'est un des principes qui va être utilisé par les instruments du télescope James Webb. Alors, vous avez le SOLEX, qui était à l'origine, après il y a eu le StarX, mais le SOLEX, construit par des amateurs, ça se fabrique avec une imprimante 3D, c'est Christian Buil, un Français qui a inventé ça. Et donc voilà la fameuse raie de l'hydrogène, d'absorption de l'hydrogène H-alpha devant le Soleil, et la présence d'hydrogène dans les couches supérieures donc, de ce qu'on appelle la chromosphère du Soleil vient absorber une partie de la lumière qui provient d'en dessous. Et c'est ce que vous observez là, vous observez ici par exemple, ce qu'on appelle un filament, c'est-à-dire une protubérance solaire, on en voit là ici, une protubérance qui vient absorber, en fait c'est une présence d'hydrogène qui vient absorber la lumière qui vient d'en dessous. Et donc là vous avez une dimension X là comme ça qui correspond à la largeur de la fente du spectrographe, et dans l'autre sens, ça c'est la longueur d'onde. Et en fait, pour faire une photo globale de notre astre, eh bien, on va le faire défiler au fur et à mesure, et on va filmer en fait au fur et à mesure, comme un scanner finalement scanne une photo, une feuille de papier par exemple, à la maison. Donc voilà ce que l'on peut réaliser au final, et ça va réaliser ce qu'on appelle un spectrographe intégral de champ. L'idée, c'est finalement de prendre une photo d'un même objet,
sous plusieurs longueurs d'onde, et là on va trouver donc une troisième dimension à notre astre, donc qui sera la longueur d'onde, et c'est ce que vous pouvez voir ici. Et donc on observe très bien, là par exemple, imaginons que c'est de l'hydrogène, et là vous avez des petites taches qui correspondent en réalité à des nébuleuses qui émettent dans de l'hydrogène, on connaît strictement leur longueur d'onde. On voit qu'en réalité, elles émettent pas tout à fait strictement à la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de rapprochement ou d'éloignement. Et donc on va comprendre qu'en fait, notre galaxie ici, eh bien, elle est en train de tourner sur elle-même dans un axe comme ça. Voilà, hop. Donc ça nous permet d'avoir une quatrième dimension qui est la dimension du temps. On est en train de comprendre finalement la vitesse de mouvement de cet astre autour de lui-même et éventuellement s'il se rapproche de nous ou s'il s'éloigne de nous. Donc on va pouvoir avec ça commencer à comprendre la dynamique d'un astre, alors qu'à l'échelle humaine, on ne pourrait absolument pas voir forcément de mouvement dans cette galaxie, parce qu'elle est trop loin, elle est trop immense, et finalement les mouvements d'une galaxie sont extrêmement lents à l'échelle d'une vie humaine. Et bien rien qu'avec simplement le décalage de ce redshift, donc de la longueur d'onde de la lumière du fait des vitesses, eh bien, on a ce phénomène qui va nous permettre de trahir une dynamique justement sur notre astre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Autre concept sur lequel vont reposer les équipements du James Webb, le coronographe. Donc, c'est inventé par Bernard Lyot, un astronome français. Au départ, pour observer le Soleil, on va cacher la partie lumineuse du Soleil pour observer ces protubérances solaires là autour, en rouge, et aussi la couronne tout autour. Donc ça, c'est le télescope spatial SDO. Donc ça, on va utiliser ça dans le James Webb, mais pour l'observation des exoplanètes. On va cacher une étoile et on va observer ce qu'il y a autour. Et donc voilà comment ça se présente dans le cas d'un coronographe solaire. Donc c'est un cône et la lumière va être dispersée sur les côtés, justement pour éviter un échauffement, bien évidemment. Vous comprenez que ça chauffe très très fort. Les domaines d'observation du James Webb, eh bien le télescope James Webb ne va pas remplacer Hubble en tant que tel. Hubble était plus orienté aussi, infrarouge, proche infrarouge, le visible et l'ultraviolet. Nous avons le télescope Spitzer qui était vraiment dans l'infrarouge lointain, et le télescope James Webb va se retrouver entre ces deux domaines d'observation. Alors voilà, on comprend que en trahissant le mouvement de quelque chose, on va réussir à deviner un peu l'invisible. Parce que, par exemple, le trou noir Sagittarius A étoile qui se trouve au centre de notre galaxie, on n'arrive pas à le voir. Par contre, on voit les étoiles qui tournent autour. Donc on arrive, par déduction à un moment donné, et là les étoiles elles bougent très très vite à échelle humaine, donc on voit vraiment leur mouvement, etc. On arrive à comprendre la présence d'une masse et arriver à un moment donné à la quantifier. Le James Webb va nous permettre de quantifier, et ça va faire partie de ces domaines de recherche justement. La matière noire, c'est une matière qui a un impact gravitationnel, et on va réussir à trahir sa présence ou son absence justement à l'aide des observations du James Webb. Le James Webb va embarquer 4 équipements, MIRI pour l'infrarouge moyen, et les 3 autres, NIRCam, NIRISS et NIRSPEC pour de l'infrarouge proche. Et donc à partir de ce moment-là, on aura tout un domaine d'observation qui va être très très large. Je vous avais présenté dans l'épisode consacré à Hubble les différents instruments qui se trouvent sur le foyer finalement de notre instrument. Vous voyez que là par exemple sur mon télescope, j'ai un appareil photonumérique, mais j'ai aussi un petit prisme vers une caméra de guidage. Il est possible d'en mettre plusieurs. Et donc là, vous allez pouvoir mettre finalement 4 blocs d'instruments. Et à chaque fois avec un gros miroir qui va venir récupérer. Donc les miroirs sont plus larges puisque l'image n'est pas encore focalisée. Donc on va les parcourir là, les FGS, NIRISS, MIRI, NIRCam et NIRSPEC, et parler ensemble un petit peu des trucs. Vous voyez qu'il n'y a pas simplement qu'un seul capteur, il y a plusieurs trucs autour. Donc on va essayer de comprendre ensemble justement de quoi il en retourne. Donc les FGS, les Fine Guidance Sensors, on avait retrouvé ça déjà sur le télescope Hubble, vont nous servir vraiment à la précision du guidage. Donc ils vont suivre une étoile, même des étoiles, et on va donner des consignes justement de correction donc du positionnement du télescope. Et en fait, je vous renvoie à l'épisode précédent justement sur l'architecture du télescope. On va donner des consignes de correction au Fine Steering Mirror qui va servir justement à très très légèrement corriger l'image visée. Est-ce qu'il va faire encore des analyses d'étoiles doubles et des mesures de distance stellaire? Je ne sais pas vous dire. Ça faisait partie
du rôle des FGS sur le télescope Hubble, mais en tout cas il va vraiment servir pour la visée, ça c'est indispensable. Alors ensuite, NIRIS. NIRIS se trouve ici. Alors il a trois... voilà, et NIRIS en fait va être un appareil photo numérique, enfin voilà, une caméra entre guillemets, mais il va nous permettre de travailler en spectromètre pour pouvoir faire donc des spectres, et également on va travailler avec des masques d'ouverture. Donc concrètement, quand je vous avais montré ma roue à filtre, avec 5 petits filtres là, et ben voici la roue à filtre de l'instrument NIRIS. Vous voyez que on est sur quelque chose de vachement plus balèze. Et puis des masques aussi. Il y a une roue vraiment de pupille, hein, qui va nous permettre justement de pouvoir nous concentrer sur une partie de l'image et notamment masquer voilà, des lumières parasites autour pour augmenter le contraste quand on va réaliser un spectre. Et donc voilà, les roues à filtre là vont nous permettre de pouvoir choisir telle ou telle longueur d'onde d'observation. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien voilà ce qui va se passer. Si je prends un réseau de diffraction ici, donc c'est un peu petit, hein, excusez-moi, vous avez différentes sources de lumière là en bas de chez moi, et là vous avez leur spectre relatif. Donc il va se passer exactement ce phénomène-là. En prenant une étoile, vous allez avoir son spectre qui va apparaître à côté. Donc ça, c'est voilà, une des utilisations que va faire NIRIS, qui va nous permettre justement de pouvoir observer sur une photo une cible ainsi que son spectre par exemple. Et ça va nous permettre de pouvoir analyser un peu un certain nombre de choses justement vis-à-vis de mouvements, par exemple de rotation d'une cible sur elle-même. MIRI, donc là on est dans l'infrarouge moyen, un instrument qui va être indispensable pour l'observation de l'univers lointain. En fait, avec l'expansion de l'univers, on a compris un truc, c'est que plus une cible est loin, plus elle s'éloigne vite, et plus on a l'effet justement de décalage vers le rouge. Donc quelque chose qu'on observerait dans la lumière visible se retrouve dans l'infrarouge, puis carrément se retrouve dans l'infrarouge moyen, infrarouge proche, puis infrarouge moyen, etc. à mesure qu'il s'éloigne vite. Et donc c'est clairement un des cœurs d'observation de cet instrument. Mais pas seulement, cet instrument va nous servir à observer aussi les traces de chaleur et de faible chaleur, justement des protoplanètes, des disques protoplanétaires autour d'une étoile, etc. Donc il va utiliser également un coronagraphe, et puis on va pouvoir faire aussi de la spectrographie. Donc un instrument extrêmement complet, mais pour le domaine de l'infrarouge moyen. Donc il possède effectivement deux parties, avec toute une partie imageur standard avec roue à filtre et une autre partie spectromètre. Donc voilà à peu près la taille de l'instrument. Vous voyez, on n'est vraiment pas du tout sur des instruments du commerce, on est sur des trucs qui ont été développés très spécifiquement pour le James Webb. Voilà une photo un peu pour se donner une idée du capteur, où ils ont passé pas mal d'années à mon avis à mettre au point un truc vraiment parfait. Et voilà un peu une idée de la roue à filtre. Là on a quelque chose de très très conséquent. C'est forcément pas la même roue à filtre que l'instrument qu'on a vu juste avant, tout simplement parce que c'est pas les mêmes domaines de longueur d'onde. Voilà. Donc chaque instrument équipe sa propre roue à filtre. Et puis voilà la partie masquage avec des masques de Lyot, donc de coronographie, pour pouvoir permettre après de faire de l'observation par exemple d'exoplanètes. Et la forme du masque est vraiment calculée justement en fonction de la situation. Prenons en considération que une optique, moi j'ai un télescope de Newton, et vous avez des lames qui maintiennent le miroir secondaire au milieu, et ça crée les croix que l'on voit souvent sur les photos. C'est ce qu'on appelle des traces d'aigrettes. Et bien vous allez avoir le même phénomène avec le James Webb, mais comme vous avez un miroir hexagonal, vous avez 3 traces d'aigrettes qui se croisent à 120 degrés. Au final, et de part et d'autre, donc ça fait tous les 60 degrés. Donc le masque il tient en compte un peu ce phénomène-là, et puis ses fonctions aussi de la longueur d'onde, etc. Donc il y aura plusieurs masques qui seront utilisables selon la situation. Et donc un instrument qui a vraiment été optimisé justement pour aller sur de la recherche des disques protoplanétaires et des exoplanètes. Et donc l'observation dans l'univers lointain, et bien là où avec le télescope spatial donc Hubble on avait fait cette photo ultra deep field, on pourrait obtenir quelque chose de plutôt similaire à ça avec le télescope James Webb. Comme il va beaucoup plus loin dans l'infrarouge, forcément, on arrive beaucoup mieux à contrecarrer un peu le redshift donc du fait de l'expansion de l'univers. Donc bien évidemment le capteur en réalité est monochrome, et on utilise des filtres pour pouvoir faire une image trichromique, rouge vert bleu, interprétable par l'homme justement, pour pouvoir avoir cette perception aussi de choses un peu plus là, vous voyez, un peu plus rouge, des choses un peu plus bleues, etc. On avait ce phénomène là également.
Donc en fait, on utilise des filtres justement pour faire ça, mais devant un capteur monochrome. NIRCam est l'instrument principal du télescope spatial James Webb. Alors là, on est sur de l'imagerie haute résolution, mais aussi un coronographe, un spectrographe sans fente. Donc là, même chose, mais sur un domaine, cette fois d'infrarouge proche. Et donc un instrument qui va être assez versatile et qui va être pas mal utilisé par le James Webb. Il a une spécificité aussi, c'est ce qu'ils appellent le Time Series Imaging. Et donc l'objectif, ça va être d'observer justement de la variation dans le temps de certains phénomènes, on va dire un peu plus rapides qu'une galaxie bien évidemment, mais sur l'observation des disques protoplanétaires par exemple, ou des recherches autour de trous noirs, etc., ça pourrait être tout à fait utile. Et donc il a effectivement 4 modes d'utilisation. Vous pouvez voir tous les panels de filtres qui sont ici, et vous pouvez voir un petit peu son architecture avec donc le pick-off mirror qui est ici, qui va capter l'image aérienne au foyer de l'instrument, et puis ensuite on va venir la faire converger, passer dans les filtres et arriver sur l'imageur principal, selon le type de travail que l'on veut réaliser. Et donc il y a pas mal de filtres différents suivant justement le type d'observation que l'on veut réaliser et les travaux qu'on veut faire. Enfin, on va terminer avec un instrument qui est peut-être le plus dingue de ce télescope spatial James Webb. Il s'agit de NIRSPEC. NIRSPEC, eh bien, c'est un spectrographe ou spectroscope. Enfin, scope c'est voir, graphe c'est photographier. Et donc là, on va pouvoir faire de la spectrographie avec fente, mais on va surtout pouvoir faire de la spectrographie multi-objet. Il faut bien comprendre que pour faire un spectre, comme on prend la quantité de lumière d'un seul astre et qu'on va la répartir sur une longue surface, eh bien forcément, il va falloir d'autant plus de temps pour arriver à avoir une image réellement captée et intelligible. Donc faire un spectre, eh bien, avec un télescope normal et un spectrographe avec fente standard, il faut 40 minutes minimum. Je vous renvoie à l'épisode avec Philippe Bazard, donc sur la détection la confirmation des nébuleuses planétaires. Eh bien le James Webb, on ne va pas se permettre de prendre une seule photo pour 40 minutes et d'avoir qu'une seule cible sur cette photo. Donc on va vouloir en faire, et cet instrument NIRSPEC permet d'en faire carrément 100 à la fois. Donc ça devient quand même hyper intéressant. Et donc comment il va fonctionner? Eh bien donc voilà un peu une idée un peu de la dimension de l'équipement qui est quand même assez énorme. Donc là un énorme pick-off mirror, plusieurs allers-retours, et on va passer ici dans un truc absolument génial. Il s'agit en fait des matrices d'obturateurs. Donc il y a 4 blocs de matrices de micro-obturateurs qui sont finalement des petits volets qui se ferment et qui s'ouvrent pour pouvoir justement sélectionner la partie de l'image dont on veut établir le spectre. Avec ça, on arrive à avoir finalement un gain de contraste finalement entre l'obturateur ouvert ou l'obturateur fermé de 1 pour 2000. Donc ça va nous permettre d'avoir énormément de contraste dans l'établissement des spectres. Donc on est sur 4 matrices donc de 365 par 171 petits volets. Donc ça fait 250 000 micro-obturateurs individuels qui font entre 80, sur un axe, 80 micromètres sur 180 micromètres. C'est tout petit. C'est vraiment très petit, et chacun de ces petits micro-obturateurs donc va pouvoir être commandé individuellement. Alors, on s'attend à ce qu'il y en ait qui tombent en panne au fur et à mesure, c'est statistiquement évident. Donc il y aura tous des algorithmes justement pour pouvoir bien choisir les cadrages et tout ça. Enfin, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais ça va être un instrument absolument incroyable qui va être utilisé. Donc si je vous prenais par exemple, ça c'est M13, c'est une photo que j'ai faite avec un télescope Ritchey Chrétien de 500 mm. Donc cet amas globulaire M13, il y a plein d'étoiles, vous voyez que vous en avez, celle-là est un peu plus jaune que les autres, il y en a des plus bleus, il y en a des plus jaunes, etc. Eh bien on pourrait sur un amas d'étoiles comme ça, ou sur une galaxie, choisir, là sur cette ligne-là je vais choisir cette étoile, sur celle-là je vais choisir cette étoile, sur celle-là je vais choisir cette étoile, etc. Choisir un peu individuellement les étoiles de cet amas M13, et à partir de ce moment-là, comme j'ai établi le spectre, et comme je vais tracer finalement le spectre de chacun, et retrouver les raies de Fraunhofer qu'on a vu tout à l'heure, qui trahissent la présence de l'hydrogène. Donc voilà ce qu'on pourrait obtenir, c'est une simulation. Alors c'est des fausses couleurs bien évidemment, ocre c'est simplement que c'est un peu moins lumineux. Et en fait vous retrouvez les petits traits. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir analyser les décalages des petits traits les unes par rapport aux autres.
et donc établir si une étoile se rapproche ou s'éloigne. En fonction et également finalement de savoir par rapport aux petits traits si il y a plus de rouge à droite ou plus de bleu à gauche, on peut voir la nature des étoiles aussi. Donc entre les géantes rouges ou les naines bleues, naines blanches et les étoiles, donc les étoiles bleues qui sont plutôt des étoiles récentes et jeunes, les étoiles géantes rouges qui sont plutôt en fin de vie, eh bien, la balance du spectre n'est pas tout à fait la même. La Red Fraunhofer reste la même. Donc, en fait, en regardant la balance par rapport à la Red Fraunhofer, on arrive à avoir une autre information aussi sur le type d'étoile et la vie de cette étoile. Donc, le télescope James Webb, en conséquence de tout cela, va être capable d'interpréter énormément de choses, de trahir des vitesses, de trahir des accélérations, de trahir une évolution finalement. Et on ne va pas être simplement sur des photos en 2D, on va être sur des photos en 3D avec cette interprétation de la longueur d'onde, en 4 dimensions avec cette interprétation de la vitesse. Donc voilà, 3D pour la nature, 4D pour la vitesse. Et avec tout ça, on va arriver à beaucoup mieux comprendre et interpréter l'univers qui nous entoure. Donc ce télescope va marquer de façon évidente une étape supplémentaire dans l'astronomie moderne et la découverte de notre univers. Donc on croise les doigts pour le décollage. Je vous donne rendez-vous donc samedi 25 décembre à partir de 11h45. Effectivement, ce sera la fête de Noël pour ceux qui sont en France métropolitaine. Mais voilà, j'ai la possibilité matérielle de pouvoir assurer ce live cette année parce que Noël, je le fêterai en janvier en famille. Et donc, à partir de ce moment-là, on sera ensemble, tous ensemble, pour un live sur la chaîne Astro. D'ici là, vous pouvez aller voir les autres épisodes que j'ai fait sur la chaîne, l'épisode sur Hubble, mais aussi les épisodes de Kevin sur la chaîne Big Universe. N'hésitez pas à vous abonner. La chaîne Astro, c'est une chaîne consacrée à la pratique de l'astronomie amateur, mais aussi à la compréhension justement des télescopes professionnels et la compréhension un peu de l'univers qui nous entoure. Alors, n'hésitez pas à partager donc cet épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour le live ou en tout cas pour le replay. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.